Donc, merci Karine. Karine Morin, gestionnaire des politiques et des affaires interorganismes du CRSNG, ou directrice? Directrice. Je veux pas rabaisser. Oh, directrice, je m'excuse. Madame directrice des politiques et affaires interorganismes du CRSNG. Donc, elle va venir vous parler aujourd'hui, comme je vous ai dit ce matin, sur la charte Dimension, qui est en quelques mots la charte Athena Swan. Donc, c'est le moment de poser vos questions parce que ça serait le fun que les universités québécoises déposent une lettre d'intention pour participer à ce programme-là. Fun. Ça serait essentiel Essentiel. que des universités du Québec le fassent ou même les cégeps. Donc, très humblement, je suis ici après à peine 3 mois dans mon poste. Je dois beaucoup à l'équipe qui a commencé cette initiative il y a déjà plusieurs mois, mais disons qu'on est à pleine vitesse et que le programme qu'on appelle maintenant Dimension, qui était avant Made in Canada Athena Swan, écoutez, on va être obligé de le recréer de toutes pièces parce qu'on peut pas vraiment reprendre ce qui a été fait d'abord inventé au Royaume-Uni, puis ce qui a été exporté quand même dans d'autres pays. Alors, je vais essayer de passer à travers mes diapositives assez rapidement. Je m'excuse, j'ai donné cette présentation-ci quelques fois déjà, mais toujours en anglais, puis mon français est un petit peu moins fluide encore. Mais ce que je voudrais avoir, c'est surtout vos questions, vos commentaires, parce que c'est pour nous très important de comprendre là où en sont les établissements, essayer de mettre de l'ordre dans tout ce qu'on demande de vous par rapport à l'équité, diversité et inclusion. Vous reconnaissez peut-être que le gouvernement fédéral était allé, il va de plusieurs moyens, de plusieurs outils, de plusieurs nouvelles subventions, de nouveaux critères dans des programmes que vous connaissez déjà. Donc, il se passe beaucoup de choses, puis donc, j'aimerais entendre un peu vos commentaires sur tout ça. Donc, j'avais pensé qu'il y aurait plus d'anglophones dans la salle. J'avais mis une diapo en anglais pour vous dire quel était le plan, puis mettre ces gens-là un peu en contexte, mais je vais passer à travers ça assez rapidement. Pour vous dire que pour nous, il y a un élément de départ, là, comme un renouveau, en quelque sorte, sur les questions d'équité, diversité et inclusion, bien qu'il y avait le programme de chaire qui préexiste, la date magique de 2018. Mais le budget fédéral de 2018, c'était un budget très généreux pour la recherche, d'une part, mais c'est en quelque sorte avec des conditions de DI. Et c'est là où ils sont allés mettre un financement additionnel, un 15 millions pour que les initiatives d'EDI puissent aller de l'avant. Mais c'est de dire que c'était un peu comme on vous donne plus d'argent pour avancer la recherche, en s'entendant que cette recherche-là va aller favoriser un peu plus les chercheurs en début de carrière et aller diversifier la communauté de recherche. Donc, pour nous, comme agence subventionnaire, c'est un peu comme nous aussi, on a des comptes à rendre sur tout ce développement de programmes et toute cette implantation de nouveaux programmes. Je vais vous parler un peu donc de Athena Swan, programme du Royaume-Uni, et de cette nouvelle version canadienne qu'on appelle fièrement Dimension Équité, Diversité, Inclusion Canada, et vous dire un peu ce qui s'en vient, ce qui est déjà en cours, après dire. 2018, je viens de le dire. Il y avait tout à fait inscrit dans un budget, le programme Athena Swan sera le modèle. On n'avait pas vraiment de choix comme agence. Puis là, je veux bien souligner que l'initiative, bien qu'elle réside en quelque sorte au CRSNG, c'est une initiative des 3 agences subventionnaires. Et en ce moment, on a certains petits désavantages parce que on est, nous, le personnel du CRSNG avec qui on a un certain rapport avec notre communauté de recherche en sciences naturelles et en génie, alors que nos collègues dans les 2 autres agences de recherche en sciences du Canada, Conseil de recherche en sciences humaines, ont, eux, d'autres priorités et doivent aller très fort de l'avant sur d'autres choses. Chercheurs en début de carrière, c'est les IRSC qui ont cette priorité-là puis qui doivent faire avancer les choses. Donc, eux sont très préoccupés par ça d'abord avant tout. Le Conseil de recherche en sciences humaines avait eu comme mandat, comme priorité, la question de recherche avec autochtones. Donc, très pris avec toute cette consultation-là. Là, je vais vous nommer 3 des priorités qui sont celles du nouveau Comité de coordination de recherche au Canada, le CCRC. Ça, c'en est 3 sur 5. Alors, vous comprenez que nous-mêmes, agents subventionnaires, en ce moment-là, on est dans du nouveau.
des développements de nouveaux programmes, des approches de modification à nos programmes qui nous mettent nous-mêmes un peu comme on sait ce qu'on vous fait parce qu'on le vit avec vous, nous aussi. On le vit quelques semaines à l'avance ou quelques mois à l'avance, à avoir développé tous ces différents programmes ou toutes ces nouvelles modifications-là et qu'ensuite on les sort vers les chercheurs, vers les universités. Bon, budget 2018. Il y avait le programme Athena Swan qu'on nommait. On a mis de l'avant des subventions pour le développement d'efforts en capacity building, voilà, les termes qui ne me viennent pas en français, capacity building, institutional capacity building in EDI. Il y a eu une première vague, on visait précisément les plus petites universités ou collèges. Il y en a 15 qui viennent de recevoir leurs fonds. Ça a été annoncé en mai et on sera très curieux de voir comment le 200 000 $ par année sur 2 ans, ça va jusqu'où, ça? Qu'est-ce que ça représente, ce financement additionnel pour faire avancer des plans d'action en EDI dans ces institutions-là? Donc, on suit de très près parce que ça va nous informer, nous aussi, par rapport au programme Dimension auquel on vous invite de participer. On demandait aux organismes subventionnaires d'élaborer, je viens de faire allusion un peu, d'élaborer un plan, tri-agence, d'action sur l'EDI. L'élément, le programme Dimension, c'est un élément. On en a à peu près 17 autres. Il y a une perspective très interne, que nous-mêmes, on fasse une évaluation de nos programmes, de nos processus, de tout ce qu'on fait. Notre propre formation du personnel, il y a les exigences fédérales, mais on réalise de plus en plus que tout ce qu'on dit d'EDI, on ne le fait pas encore. À nous à le faire en premier peut-être, n'est-ce pas? Alors, il y a un aspect très interne. Il y a l'aspect externe où on s'attend à voir et à évaluer un peu comment la communauté de recherche répond à ça. Donc, entre autres, par exemple, collecte de données, questions auto-identificatrices et tout ça. Donc, d'essayer de mieux comprendre nos différentes communautés de recherche pour aller voir où sont les déséquilibres. Je vous invite à aller voir ce rapport du CCRC, Comité de coordination de recherche du Canada, qui vient d'être mis en ligne. Il y a là certains tableaux avec des chiffres et on commence à voir un peu que c'est pas la même histoire par rapport à chacun des 3 conseils. Donc, quand on dit qu'on va être tri-agence, ben c'est qu'on a quand même déjà 3 réalités différentes. Donc, ça sera pas évident d'harmoniser tout ça. On comprend donc que ça sera pas évident pour vous d'harmoniser tout ça au sein de vos institutions quand il y a ces différentes facultés, départements, etc., etc. Collecte de renseignements, établir le plan des 3 agences. Bon, ça se répète un peu. Donc, passons vite au programme Athena Swan. Je le dis ici, parce que moi, j'ai remarqué, ministre Duncan, championne de ces initiatives, a fait ses études à Édimbourg, en Écosse. Est-il possible qu'elle ait gardé certains contacts et qu'elle ait été inspirée pour cette raison-là de voir de près quel est le programme Athena Swan et quels ont été ses effets en Angleterre, en Grande-Bretagne? Possiblement. C'est un programme qui avait été établi en 2005 et qui commençait d'abord et avant tout seulement avec les femmes en STEM, sciences, technologie et blablabla. Bon, depuis, la Grande-Bretagne quand même allait ajouter autres disciplines, donc il se penche maintenant sur les sciences sociales, sciences humaines, et plus récemment, il y a maintenant The Race Charter. Mais remarquez qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, ça s'est fait d'une façon assez tendu dans le temps, une quinzaine d'années, 14 ans. Nous, on va faire ça d'un coup. Sachez qu'en Australie, eux avaient adopté le programme Athena Swan en ajoutant la dimension autochtone. Ils sont encore dans leur phase pilote eux aussi. Donc, ils sont en train d'apprendre toutes les difficultés que cela représente pour eux. Et donc, pour nous, la question autochtone, bien qu'on a de l'aide du CRSH qui a comme priorité d'avancer une stratégie de recherche des personnes autochtones, il y a là une certaine intersectionnalité entre leurs priorités et leurs priorités, mais on sait que ça ne sera pas facile et évident. Et en plus de ça, aux États-Unis, Sea Change, un peu la même chose. Ils y vont d'abord avec les femmes et minorités visibles dans le secteur STEM. Bon, vous connaissez un peu l'approche. Sachez que le programme de chaire de recherche du Canada s'inspirait lui-même, ce programme, de l'approche Athena Swan. Donc, vous reconnaissez un peu, là, je m'excuse, j'ai pas traduit le barre au bas, mais ça se passe à partir d'une collecte de données, d'une compréhension de son milieu institutionnel, l'analyse, la réflexion aussi, mettre de l'avant un plan d'action,
en évaluer l'impact et c'est un processus qui doit être un peu continuous improvement. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois, parce qu'on obtient une certification qu'on a fini. On se le fait rappeler il y a quelques instants. Bon, je passerai pas trop de temps sur les caractéristiques d'Athena Swan telles que ça a évolué au Royaume-Uni, sauf pour vous dire qu'ils sont assez fiers de leur succès. Ils disent que oui, il y a eu là une évaluation au niveau de la culture postsecondaire, Advanced Education, Higher Education, et donc on croit que ce programme, cette approche pourrait avoir aussi des effets bénéfices pour nous. Mais il y a quand même des différences assez importantes. Pour eux, c'était vraiment un peu grassroots, ground up. Puis nous, je vais vous le dire, là, c'est un mandat fédéral qu'on peut mettre dans un document daté de février 2018. Donc, c'est pas tout à fait la même approche. Mais voilà où on en est. Ce que je veux juste souligner un peu plus, parce que je viens d'y faire allusion déjà, c'est cette comparaison entre les différents programmes maintenant tels qu'ils évoluent à partir du programme original de Royaume-Uni. Comment c'était beaucoup plus ciblé, et puis comment nous, on va chercher une complexité en allant mettre l'emphase sur 5 groupes sous-représentés désavantagés qui sont très différents, on s'entend, à travers toutes nos disciplines de recherche et à travers tous nos établissements postsecondaires, c'est-à-dire les universités, les collèges, les cégeps, les polytechniques, OK? Femmes, personnes autochtones, minorités visibles ou groupes racisés, personnes en situation de handicap et LGBTQ2+. Il y a un nouvel acronyme qui vient de sortir avec le nouveau rapport sur Murdered and Missing Women and Girls. Moi, j'ai bon espoir que par rapport aux femmes, là, d'ici quelques années, là, si ce push ne parvient pas à avoir des réussites marquées, on a un problème, mesdames. Je m'adresse. Hein? Là, on a des outils, on a l'opportunité, fonçons. Allons de l'avant. Mais il y a beaucoup d'autres groupes et on sait que de mettre des efforts dans un panier, dans un nid, ça peut avoir des effets, des répercussions. Donc, c'est là où il faut être très conscient de cette complicité et de cette intersectionnalité. Remarquez qu'on a l'avantage que présentement, le programme fédéral, on ne s'attend pas à ce que ce soit un programme où les institutions aient à débourser des frais pour faire application. Il y aura très certainement l'importance d'y mettre des ressources internes, mais remarquez qu'ailleurs, c'est un truc où on fait un peu du cost recovery, tout ça. Alors, pour la période 2018 à 2023, la période où on est en pilote, c'est une opportunité de le faire sans vraiment qu'il y ait des frais pour obtenir, pour faire la demande de certification ou de reconnaissance, de distinction. On n'est pas trop sûr si on va parfaitement copier le modèle du Royaume-Uni de Athena Swan ou si on va s'en éloigner un peu. Bon, la version canadienne, oui. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Si je comprends bien, le fait de faire partie du programme pilote aujourd'hui, ça permet d'éviter ces frais-là. C'est ça? Et tant qu'on est dans la période du programme pilote. Oui, tout à fait. Okay. C'est ça. Là, ce qu'on n'arrive pas tout à fait à déterminer, c'est est-ce qu'il y aura, après qu'on arrive à une période où les institutions pilotes auront pu présenter une demande, nous, on doit faire une évaluation du programme dans sa phase pilote. Et là, je ne peux pas vous dire si oui ou non, il restera du temps pour que les autres établissements qui n'ont pas fait partie du pilote aient quand même l'opportunité de présenter une demande. Ça, ce n'est pas encore tout à fait réglé dans notre séquence. Mais je veux juste revenir sur la charte canadienne qu'on a donc présentée le 9 mai. Ça a été le fruit de plusieurs consultations, rondes de consultation en automne, rondes de consultation en hiver, beaucoup de collaborations de groupes de personnes qui ont de l'expertise et tout. Donc, on a, selon nous, un document tout à fait plus près d'une réalité canadienne que si on avait simplement pris la charte d'ailleurs puis qu'on avait changé quelques mots. C'est vraiment un nouvel outil. Comme je vous l'ai dit, là, c'est pour moi uniquely ambitious, uniquely complex, d'être allé chercher en même temps possibilité d'ouvrir le programme
pilote à tous les établissements postsecondaires par rapport à plusieurs groupes sous-représentés ou désavantagés, marginalisés et à travers toutes les disciplines. Je ne vais pas donc passer par rapport aux principes, à travers chacun des principes, bien que j'aurais voulu souligner certaines choses, mais je vous encourage vraiment de prendre le temps de lire ces 8 principes-là, de prendre le temps de reconnaître quelle pourrait être la valeur pour vos institutions d'endosser cette charte, comment ça peut devenir en tant que tel un premier outil pour dire c'est de ça dont il est question, c'est comme ça qu'on doit aller de l'avant en prenant compte de ces principes, 8 principes. Donc, je vais passer un peu plus vite à travers ceux-ci. Cette liste date déjà d'il y a peut-être 10 jours. On était à peu près une trentaine d'établissements. On est déjà à une quarantaine. On est heureux, évidemment. On est un petit peu préoccupé. Est-ce que tout le monde est allé signer vite? La ministre Duncan faisait des tournées à travers le Canada et présentait l'opportunité d'avoir des photos prises pendant qu'on signe la charte. C'était très beau. Ça marche comme PR, comme promotion. Mais là, on espère que ces 40 et plus vont aller de l'avant à faire quelque chose avec ces principes-là. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de les lire et de considérer ce que ça peut représenter pour vous, vos besoins. On a à date une polytechnique en Colombie-Britannique, un collège dans la région de Toronto. On n'a pas de cégep. Je sais que le réseau interuniversitaire, c'est pas tout à fait le groupe à qui je devrais demander, mais vous avez sans doute des collègues ou d'autres relations. Ça serait fun de voir des cégeps, savoir que ce programme existe et de voir signer cette charte aussi. Par ailleurs, je dirais qu'on parle du pilote comme étant ouvert aux établissements postsecondaires, mais il y a d'autres groupes qui ont signé cette charte. Le réseau, je crois bien, a signé la charte. On a des établissements de recherche comme Triumph, Perimeter Institute, et du côté de la santé, on n'était pas prêt à ouvrir le programme pilote au centre de recherche en milieu hospitalier, mais on encourage ces établissements-là quand même à signer ou endosser la charte. Oui. On en a déjà parlé, mais je me permets de reposer la question. Nous, on est une IVADO, c'est oui. l'Institut de valorisation des données. Oui. On regroupe plusieurs universités, oui. 3 oui. fondatrices, puis des universités avec lesquelles on collabore, Alberta, McGill. Mais est-ce que vous attendez à ce que je pense pas que ce serait une signature à la pièce, mais mettons, c'est important que les universités signent et que ça ne soit pas comme les chaires individuellement. Donc, pour un regroupement comme IVADO, plusieurs établissements qui collaborent par rapport à cet institut, au niveau de la charte, écoutez, à savoir que est-ce que les 5 présidents des 5 autres établissements parents de IVADO sont prêts à s'engager par rapport aux 8 principes? Si vous avez une réponse rapide, oui, tant mieux. Mais sinon, IVADO, selon moi, là où il y a quand même un centre de direction, il y a quand même des orientations stratégiques et de ressources humaines et de développement de talents et tout. La charte, selon moi, pourrait très bien répondre à ce que vous essayez d'atteindre comme transformation culturelle au sein de la communauté de recherche que représente IVADO. Donc, on vous encouragera à signer la charte en tant qu'entité IVADO. Encore là, pour moi, c'est de profiter de ce momentum pour que les gens se mettent un peu tous sur une même page. Puis donc, par exemple, IVADO en milieu hors établissement postsecondaire formel, mettre de l'avant des bonnes pratiques dans le domaine d'informatique et tout pour toutes les autres universités, c'est un bénéfice potentiel. Donc, pourquoi vous limiter, dire non, vous ne pouvez pas endosser la charte? Alors, vous voyez que je veux qu'on établisse ce momentum-là, puis qu'on continue avec cette accélération et cette expansion. Donc, programme du Royaume-Uni, on parle de certification. Nous, on se dit, est-ce que ça sera vraiment un certificat ou qu'est-ce que ça représente un certificat? Donc, pour le moment, on utilise simplement un terme un peu plus générique. On pourrait parler de distinction. On pourrait avoir un niveau première dimension, deuxième dimension, troisième dimension pour ceux qui atteignent l'épiphanie. Mais bon, d'abord, on demande ce qui est une adhésion à la charte et puis une lettre d'intention. On a ouvert cet appel le 3, on est aujourd'hui le 7, donc ça fait quelques jours seulement.
Je suis désolée de vous mettre un espèce de délai. Encore une fois, c'en est un autre. On en est conscient. Un autre délai très court. Mais encore une fois, il y a des élections fédérales qui s'en viennent. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire ne perdons pas la chance. Ça veut dire aussi qu'il y a un gouvernement qui veut démontrer d'avoir atteint et d'avoir eu de l'impact et tout et tout. Bon. La lettre d'intention, cela dit, selon moi, pourrait fort possiblement s'inspirer énormément de tout ce que vous faites déjà par rapport au plan d'action pour le programme des chaires ou autres initiatives comme celles qui ont été décrites par McGill, celle de Ryerson, tout ça. Il y a du matériel là, où vous êtes qui pourrait facilement s'adapter pour cette lettre d'intention. Comprenez, et ça c'est pour nous un peu difficile de le comprendre, on ne parle pas là, de subvention. On n'a pas à faire un ranking d'excellence, meilleure lettre d'intention, moins bonne lettre d'intention. Ce qu'on va rechercher ultimement, c'est un échantillon d'établissements qui ont une volonté et qui démontrent une certaine capacité, mais qui vont nous aider à mieux comprendre tout le secteur postsecondaire canadien, coast to coast to coast. On va sélectionner. On ne fait pas une liste meilleur, moyen, au bas. Et c'est pas parce que vous avez un plan qui semble un peu précaire qu'on ne vous choisirez pas. Parce que ça serait intéressant de voir un établissement qui fait juste commencer cette démarche-là. Un cégep, par exemple, qui n'a pas eu de cette immersion EDI depuis quelques années avec le programme de chaire de recherche, par exemple. On voudrait peut-être sélectionner un tel établissement pour avoir un échantillon intéressant qui va nous enrichir le plus possible. Donc, il y aura une sélection d'établissements et commence le travail. La demande de certification au Royaume-Uni, c'est un processus qui s'étale sur 2 ans environ. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une collecte de données, une première base d'analyse, plan, tout ça, et ensuite de ça, une deuxième année où on va voir s'il y a un progrès. Donc, c'est un cheminement de 2 ans pour préparer toute la documentation qui démontre ce travail et cette progression. C'est ça la demande. Donc, une demande qui se prépare sur 2 ans. Nous, on travaillera de très près dans le contexte pilote avec les établissements qu'on aura sélectionnés pour faire tout ce travail. D'une part, pour en apprendre le plus possible. D'autre part, parce que on a à développer encore ce manuel de demande. On n'a pas pu prendre le manuel des États-Unis ou d'Angleterre ou d'Australie off the shelf. Il faut le créer. Ça va être un travail de co-design et co-development dans lequel on va ensemble aller de l'avant. Mais c'est ça, ce sont les institutions pilotes qui auront la première opportunité de présenter une demande et possiblement d'avoir cette reconnaissance EDI. Oui. OK, ben en fait, ça répond à ma question, parce que j'avais l'impression que l'objectif de ces 2 ans-là, c'était strictement de monter le programme et non pas d'espérer accéder. Oui. J'y arrive avec l'échéancier très prochainement. La lettre d'intention. Donc, les éléments de cette lettre, mais allez en ligne, il y a la documentation au programme, description du programme, instruction et template de la lettre d'intention, description générale de l'établissement, démontrer qu'il y a un engagement, démontrer qu'il y a là une certaine capacité de former une équipe d'auto-évaluation, le Self-Assessment Team, SAT. On est encore dans la période de faire beaucoup de traductions de tout ça. Démontrer qu'il y a soit déjà des collectes de données qui se sont faites ou alors qu'il y a des intentions, qu'il y a des capacités de faire des collectes de données, de les utiliser, les analyser et décrivez aussi ce qui se fait déjà par rapport à mesure sur le DI. Je viens d'en parler déjà, sélection des étudiants. Donc, il y a en quelque sorte 2 critères qui se veulent un peu plus objectifs. Démontrer l'engagement de l'établissement, démontrer une certaine probabilité de réussite, que vous avez certains outils, certains moyens, certaines capacités, mais sachez qu'on recherche quand même une certaine diversité, donc il ne faudra pas être blessé de ne pas avoir sélectionné. C'est peut-être qu'il y en a 17 qui sont venus d'Ontario. Lettre d'intention, on n'en choisira pas 17 d'Ontario, c'est promis. Je veux juste faire attention,
le comité de sélection, ce qu'on essaie d'établir en ce moment, puis dès que je rentre au bureau, je vérifie ce que mes collègues ont préparé. Mais on va essayer de mettre en place un comité de sélection qui est représentatif, pas juste des experts. Donc, le plus récent plan d'action EDI pour le programme de chaire de recherche avait été évalué par des experts en EDI. Nous, on va aller chercher quelques experts, mais aussi certains practitioners, des gens peut-être un peu comme vous, et aussi d'autres de nos stakeholders. On pense entre autres Universities Canada, Université Canada, et puis le groupe CICAN, je m'excuse si je ne le connais pas en français, mais qui représente les collèges, parce que finalement, ça sera le succès de leurs membres à long terme, leurs membres qui auront réussi dans leur démarche EDI, c'est le succès de ces associations-là. Donc, on espère qu'elles vont nous aider un peu plus encore que ne l'ont déjà fait, mais on a de très bonnes relations. Pourquoi participer au programme? Écoutez, lisez pas ce qu'il y a là. Nous aider à vous aider. On aura 2 ans pour faire le travail ensemble, mais le fruit de ce travail qu'on va faire ensemble, c'est au bénéfice de tous. Quand on a fait nos consultations, on s'est fait bien dire, oui, mais si on n'est pas sélectionné dans le projet pilote, qu'est-ce qu'on fait? On attend 2 ans? Non. On se fait demander, est-ce qu'il y aura community of practice? Est-ce qu'il y aura possible de faire partie d'événements de tout ça? Oui. Je reviens à une diapo plus tôt quand je disais que c'est un programme fédéral où on n'essaie pas d'aller recouper nos dépenses, nos revenus expansifs. Non. Alors oui, ça peut être très ouvert comme modèle et c'est l'intention qu'on a de faire des formations webinaires. Ça ne sera pas limité seulement aux institutions pilotes. Si on fait un sommet EDI, ça ne sera pas seulement pour les institutions pilotes, ça sera ouvert. Donc, vous n'aurez pas à attendre 2 ans, voir comment les choses se passent. Vous allez pouvoir apprendre au fur et à mesure. Mais les institutions pilotes, ça sera vraiment, là, je répète, du co-développement de ce programme pour qu'il soit à la mesure de notre réalité canadienne. Ça va être ouvert à tous ou à tous ceux qui n'étaient pas sélectionnés? Ben, c'est-à-dire que les institutions pilotes, là, ça sera celle avec qui on va travailler de plus près. Je peux envisager des visites. Mais Comme ça va être ouvert à un événement, par exemple, oui. ça va être ouvert à tous les cégeps, toutes les universités canadiennes? Ça sera les conseils qui inviteront, oui, la communauté. OK. C'est comme ça qu'on l'imagine. Donc, je vais juste revenir un peu sur le fait là, qu'on est ici en 2019. Il y a eu beaucoup d'activités. Là, 2 ans de... C'est pas qu'il va rien se faire pendant 2 ans. C'est qu'on va travailler de très près avec les institutions pilotes, mais que ça sera aussi quand même une période de formation de notre secteur postsecondaire. Les institutions pilotes viseront d'établir, de terminer, de présenter leurs demandes à la fin de l'été 2001, l'automne 2021, octroi de distinction automne 2021 pour qu'on puisse ensuite évaluer tout cet effort. Merci. Merci beaucoup, Karen. Je sais que nous sommes en retard. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en anglais si Oui. ça va. So, I'm going to be very honest, and I'm going to say that I'm finding all of the material coming from the Tri-Council extremely difficult. And if we look around the room, and in many meetings like this, it's quite a monolithic at the level of gender. A lot of people taking up the heavy on this dossier are women in institutions. None of us are busy writing papers or grants right now. And there's a lot of information and requests coming. So NSERC is launching this program, which is great and well-inspired and well-intended, but then we're being told this is also coming at the same time as a desire to ensure that we're running up against the next federal election. And many of us in this room are also really doing a lot to make sure that we're meeting the requirements for the CRC EDI action plan. So our summer is going to be devoted to that. So I just think that we're trying to achieve equity and ensure that things are equitable and fair in terms of work distribution and recognition. This work is under-recognized for many people in their institutions, and we're all doing it, and we all believe in it, which is why we're sitting here today. But I don't know how well it's being heard in Ottawa
about the volume of administrative load this is adding to people. The teams that are doing this work are supremely under-resourced. So when Dimensions was established and in the consultation program and consultation process, we wrote in and said, look, please keep it simple and please ensure that there's clear selection criteria. And it would be great if there was a EDI capacity building grant. It was decided that would only go to small institutions, but which is great, but the expectations on large institutions are very high too, and we didn't benefit from that. There's nothing that accompanies the Dimensions program in terms of support or subventionary, and I know we're not getting charged to do it, but it also feels like, I'm just saying that it's, for every desire that we have to participate is offset to some extent, to a significant extent, by the reality of what we're working with on the ground. And all the energy we're putting into these programs means that we don't have the capacity to do the work in our respective institutions to build equity for the students in our institutions in particular. So I'm sorry if that sounds super critical and harsh, but I'm just telling you exactly where we're coming from. Yeah. At least I'm speaking for myself. Yeah. I hear you. Admittedly, we haven't retracted on anything. We haven't stepped back to say, yes, July deadline was moved to September. Right. But thank you, right? Little respite wherever we can find it. So we are very mindful of that. And I will say, when we do risk assessment of new initiatives, high and important risk. And I'm not sure exactly how we can claim that we are certain that we'll be able to manage that. We have ramped up our resources. We have had the benefit of being able to. We hope, therefore, that we can provide as many, but I've just admitted that we're just barely ahead of. So my hope is that indeed a few willing institutions, and it's not, hopefully it's not being viewed as a status to send in a letter of intent or not. Hopefully it is a sort of desire to be experimental. And so that we heard from the minister, like, oh, how large will this pilot be? 20, 30? And we're like, no, 20, 30? How about 8, right? Institutions. Well, let us not commit to a number of how many institutions will accept, but we were not hoping that the vast majority of institutions would want to be part of the pilot, and then there'd be pressure for a large number of institutions to be in the pilot. It's contradictory, because you want all the institutions to want to buy into this. Right. You know? So that is why, though, we've committed to not maintaining a closed learning environment for the pilot institutions. We have committed to opening that up. So yes, there is a paradox. Yes, some are working harder and others get to benefit of the learnings. That is correct. But I am hopeful that it is a few, and in my mind could be a few that haven't yet been as challenged as some of which have already been very challenged. Like, I understand the Canada Research Chair program is of a different type of tool and has some potentially significant impact in a way that working through Dimensions pilot can be very beneficial. It might be to some detriment. I absolutely recognize that always opportunity costs, but I do think that it is a different approach that can be sort of a willingness to be participating in this profound change. These opportunities don't necessarily present themselves often, and so it is not for everyone. And we will not hold it against those institutions that do not send in a letter of intent at all. We recognize that there are reasons to be strategic about priorities at this moment in time. Absolutely. We are very cognizant of what is the situation.
we're running late, so what I would suggest is that Chris and Veronique come and present, and maybe at the end we could take more questions if Absolutely. it's okay with you guys, because I think they're related or not, but I think both of you are gonna receive a lot of questions, so I would probably let you guys come and then. Sounds good. Okay?